Est-ce que tu penses que tu vois la réalité telle qu'elle est? Est-ce que tu penses que tes yeux perçoivent le réel? Est-ce que tu penses que ton cerveau retranscrit parfaitement ce qu'il y a en face de toi? Ou alors inversement, est-ce que tu penses que le monde est complètement truqué? Moi, je pense justement que le monde est truqué. Je pense qu'on vit dans un film hollywoodien créé par notre cerveau, notre film hollywoodien créé par notre cerveau, et qu'on ne voit pas vraiment la réalité qui se trouve en face de nos yeux. Et pire encore, je pense que ce trucage est réalisé sans même qu'on s'en rende compte. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler des limites de la perception, et à la toute fin de la vidéo, j'aimerais faire un lien entre ces limites de la perception et ton stress. En effet, moi, ça m'aide beaucoup de me questionner sur ma perception. Ça m'aide beaucoup pour réguler mon stress et essayer de me raisonner quand j'ai des moments anxieux, pour essayer de contredire parfois mon cerveau et essayer de voir une réalité qui n'est peut-être pas celle que mon cerveau veut me faire voir. Si tu ne me connais pas encore, je suis Monsieur Carabistouille, je suis en arrêt de travail depuis 2 mois maintenant, pour burn-out, épuisement professionnel et en plus de ça, j'ai un trouble anxieux généralisé. Donc bref, mentalement, je suis pas au top et ma thérapie, c'est de faire des vidéos tous les jours pour parler de santé mentale, parfois pour parler d'autres choses et pour m'aider, à aller tout simplement mieux. Donc si jamais tu ne me connaissais pas et tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire, on est une petite communauté, mais on est très accueillant. Donc si tu veux mettre des commentaires, n'hésite pas, on discutera et même si vous avez des idées de vidéos, bah, dites-le moi en commentaire et moi je ferai de nouvelles vidéos. Il me faut des idées tous les jours de toute façon. C'est ma thérapie, elle est comme ça et il me faut des vidéos tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des limites de la perception et vous allez voir, moi j'ai trouvé ça mind-blowing, j'ai trouvé ça fou les trucs que j'ai lus sur le sujet. On va commencer par un truc simple, tes yeux. Est-ce que tu penses que ce que tes yeux voient, c'est la réalité telle qu'elle est? Un peu les mêmes questions que j'ai posées au début de la vidéo. Est-ce que tu penses que la réalité, c'est ce large champ visuel, coloré comme les couleurs qu'on voit? Ou est-ce que tu penses que c'est un peu différent de ça? Ben, je vais te prouver que non, en fait. Même tes yeux voient n'importe quoi parfois. Un des exemples marquants, c'est la tache aveugle. Je ne sais pas si tu le savais, mais au milieu de ton œil, il y a une tache aveugle. C'est-à-dire qu'il y a un endroit de ton œil qui ne voit rien. C'est complètement vide. Mais toi, quand tu regardes quelque chose, il y a aucun endroit qui est complètement noir ou blanc. Tu arrives à voir complètement ce qu'il y a en face de toi. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors déjà, pour faire le test de la tâche aveugle, tape tâche aveugle sur Internet et tu verras l'image, ou je peux la mettre, je vais couper la vidéo et je vais mettre l'image. Fais le test, tu verras, c'est un truc de fou. Si tu bloques un œil, tu verras qu'il y a une partie de l'image que tu ne verras plus du tout, alors qu'elle est en face de tes yeux. Mais vu que en cachant un œil, ta tâche aveugle ne voit pas cette partie de l'image, ton cerveau va complètement imaginer ce qui peut se trouver à cet endroit-là. Vu que tes yeux ne le captent pas, c'est ton cerveau qui va capter lui-même et décider de ce qu'il y aura à l'endroit où tu ne vois rien. Donc en fait, ton cerveau, il prend ce qui est autour de la tâche aveugle et il retranscrit ce qu'il pense être le plus plausible à l'endroit de ta tâche aveugle pour que ça fasse du sens dans ton champ visuel. Donc ça, c'est un des premiers exemples pour te montrer que tes yeux là, ben même tes yeux ne voient pas la réalité parfois. Ensuite, la majorité de ton champ visuel, en fait, tout ce qui est en périphérie, tes yeux reçoivent l'image en noir et blanc. Pourtant, toi, tu vois pas le monde en noir et blanc et en couleur, tu le vois uniquement en couleur. En fait, ton cerveau retranscrit les couleurs en temps réel. Donc la rétine envoie les images au cerveau en noir et blanc, et ton cerveau retranscrit en live, tout en direct, comme sur un plateau télé, en couleur. Au moins, tu as un monde complètement coloré et pas une périphérie en noir et blanc et un centre en couleur. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas juste ta rétine qui communique vers ton cerveau. C'est ta rétine qui communique en effet vers ton cerveau, mais aussi ton cerveau qui communique vers ta rétine pour décider exactement de ce que tu vas voir en face de tes yeux. En fait, c'est ce qu'on appelle le processus bottom-up et le processus top-down. Bottom-up, c'est de la rétine vers le cerveau. Top-down, c'est du cerveau vers la rétine. En fait, ce que tu appelles la réalité, c'est un compromis. C'est un peu une négociation entre ta rétine et ton cerveau. Donc encore une fois, tu ne vois pas la réalité de ce qui est en face de tes yeux. Tu vois cette négociation, le résultat de cette négociation entre ta rétine et ton cerveau. Mais il y a plein de choses que ton cerveau y fait. Par exemple, tu vois le monde en 13 images par seconde. Tu vois 13 images par seconde et ton cerveau met ces images en mouvement. Comme un super réalisateur ou une super réalisatrice de cinéma. Donc, ce que tu vois, ce n'est pas la réalité, c'est ce que ton cerveau te projette. Le deuxième truc que je voulais évoquer, c'est l'expérience de, faut que je retrouve son nom, l'expérience de Perky en 1910. Donc Perky est une chercheuse qui a demandé à des cobayes d'imaginer un objet ou un fruit ou un légume. Prenons par exemple une tomate. Donc les participants imaginent la tomate et pendant ce temps, la chercheuse, en tout cas l'équipe qui était en charge de cette étude, projetait sur une image en face d'eux
une tomate aussi. Mais ils l'ont projetée de manière tellement fine, cette tomate, que les participants, mais ils la projettent de manière tellement peu visible, cette tomate, que les participants et les participantes ne voyaient pas qu'en face de leurs yeux se trouvait justement une tomate. C'était limite perceptible, tu vois. Quand on demande aux participants de retranscrire leur imagination de cette tomate, comment ils ont imaginé cette tomate, ils retranscrivent exactement le même objet qu'ils avaient en face des yeux, sans s'en rendre compte qu'ils avaient quelque chose en face des yeux. Ils pensaient que ce dessin venait complètement de leur imagination, alors que pas du tout. En fait, ils étaient juste en train de retranscrire ce qu'ils avaient en face des yeux depuis le début, mais leur cerveau leur a fait croire que ça venait parfaitement de leur imagination, parce qu'ils n'avaient pas réussi à percevoir l'image qu'il y avait en face d'eux. Enfin, en fait, ils l'avaient perçu, mais ils s'étaient pas rendu compte qu'ils l'avaient perçu. C'est encore plus fucked up le truc. Genre, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Donc, je trouve ça vertigineux parce que ça veut dire que chaque moment de ta journée, chaque seconde que tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu vois en continu une reconstruction active, mais très active de ton cerveau qui est en train de tourner le film en même temps que tu vis ta vie. C'est pas une réception juste passive de la réalité, c'est un travail actif de ton cerveau mélangé à une réception passive de la réalité. Bon, maintenant, on va sortir un peu des yeux et on va parler encore du cerveau et on va parler de système 1, système 2. Ça, c'est Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie et c'est aussi le père de l'économie comportementale qui parle de système 1, système 2. Alors moi, c'est un des premiers livres que j'ai lus de Daniel Kahneman, système 1, système 2. C'est un des livres les plus connus pour améliorer l'esprit critique. Et Daniel Kahneman, il a passé sa carrière à vouloir montrer que nos décisions et nos perceptions sont massivement influencées par des processus dont on n'a aucune conscience. Et notamment, Daniel Kahneman a parlé de système 1 et de système 2, donc comme le nom de son livre que je viens d'évoquer. Et il dit donc que il y a deux systèmes dans notre cerveau. Le système 1 qui est nos réflexes. C'est un système qui va réagir à la seconde, un système qui va être très rapide d'exécution et qui va nous permettre de faire des choses sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, quand on conduit, c'est souvent notre système 1 qui va faire la conduite. Des fois, on conduit, on se rend même plus compte qu'on conduit et on est arrivé chez nous. Bah, ça, c'est le système 1. Ensuite, il y a le système 2 qui est un système beaucoup plus raisonné. C'est le système qui prend une pause, qui réfléchit à ce qu'il y a en face de soi et qui va essayer d'aller un peu plus en profondeur pour trouver la bonne réponse, pour trouver la bonne chose à faire. Et le système 1, je vais vous prouver un peu un système 1, système 2 avec une énigme. Prenez une batte et une balle. La batte fait 1 dollar de plus que la balle. Ok? La batte fait 1 dollar de plus que la balle. Le total de la batte et de la balle font 1,10 $. Combien coûte la balle? Donc la batte fait 1 dollar de plus que la balle. La batte et la balle font 1,10 $. Combien coûte la balle? Alors là, dans cette étude, on voit que les gens répondent automatiquement que la balle fait 10 centimes. Et malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Ça, c'est ton système 1 qui réagit automatiquement. La bonne réponse, c'est que la balle fait 5 centimes. Donc, si la balle fait 5 centimes, la batte fait 1,05 $, 1 dollar de plus. 1,05 $ plus 5 centimes, ça fait 1,10 $. Donc ça, c'est un des exemples les plus connus pour montrer ton système 1 et ton système 2. Pour avoir la bonne réponse, il faut plus activer le système 2. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, là, on a montré 2 phrases à des participants d'une étude. La première phrase est « Adolf Hitler est né en 1892 » et la deuxième phrase dit « Adolf Hitler est né en 1887 ». Les deux phrases sont complètement fausses. Pourtant, les gens vont plus croire la deuxième date, 1892, car elle ressemble plus à une vraie date. Donc elle va activer moins de résistance dans ton système 1. Donc les gens vont répondre plus facilement 1887 à 1892, bien que les deux dates soient complètement fausses. Donc ton cerveau ne croit pas ce qui est vrai, il croit ce qui est fluide, familier, facile à traiter. Il y a aussi l'effet idéomoteur. Si on dit à des gens de penser à des personnes âgées avant de marcher dans un couloir, inconsciemment, les gens vont marcher plus lentement parce qu'ils auront imaginé des personnes âgées juste avant. Tes pensées modifient ton comportement sans que tu le saches. Et finalement, l'effet de halo, c'est un effet qui est très important, notamment dans le recrutement. Parce que lorsqu'on va ou alors pas que dans le recrutement, quand on te parle de quelqu'un et qu'on te donne un adjectif qualificatif pour te présenter cette personne avant que tu la vois, par exemple, on va te dire cette personne est intelligente. Dès que tu vas la voir sous le prisme de l'intelligence, sans forcément douter de ce qu'on t'a dit initialement. Donc si on te dit cette personne est intelligente mais aussi impulsive,
Vu qu'on t'a dit intelligent en premier, tu vas voir son impulsivité sous la forme de l'intelligence. Donc cet effet de halo, il a un impact très important, notamment sur la discrimination et sur plein de sujets importants. C'est pour ça qu'il faut régulièrement questionner son système 1 qui pense un peu trop automatiquement. Alors c'est pratique, hein, parce que quand il y a un ours qui nous attaque, c'est cool de courir sans réfléchir. Parce que notre système 1, il est super pratique à nous faire survivre. Le truc, c'est qu'on vit dans une société où il ne faut pas juste survivre, et il faut aussi réfléchir parfois. Et on reste un peu kéblo dans ce système 1, alors qu'on devrait activer le système 2. Maintenant, j'aimerais aussi te prouver que tes souvenirs sont parfois complètement faux. Le truc des souvenirs, c'est une dinguerie. Genre, souvent, quand on se dispute avec ma copine ou avec de la famille ou des proches, ils disent: «Mais je me souviens, je me rappelle que tu as dit ça. Oh, je me souviens, je sais exactement ce qui s'est passé». Mais notre cerveau, il est super mauvais pour reconstruire les souvenirs. Il fait un peu ce qu'il veut d'habitude. Il y a plein d'études sur les souvenirs qui sont complètement fous. Genre, il y a des gens, ils imaginent des avions qui se crashent d'une certaine manière et tout, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout vu ça. Donc là, on va prendre une chercheuse encore, Elisabeth Loftus. On met beaucoup en avant les chercheuses dans cette vidéo, c'est très cool. Et Elisabeth Loftus, qui est une psychologue américaine, elle demande à des étudiants d'interroger des enfants de leur entourage sur un souvenir inventé, s'être perdu dans un centre commercial. Les parents confirment que ça ne s'est jamais passé, que ces enfants ne se sont jamais perdus dans un centre commercial. Et la première fois qu'on interroge l'enfant, en effet, il se dit ne pas se souvenir de s'être perdu dans un centre commercial. Mais après avoir insisté plusieurs jours, plusieurs fois auprès de cet enfant, la plupart des enfants finissent par se souvenir qu'ils se sont en effet perdus un jour dans un centre commercial. Et ils se souviennent même des détails de l'incident, et ils y croient vraiment, alors qu'ils se sont jamais perdus dans le centre commercial. Leur cerveau leur a inventé une histoire complètement fausse qui correspond à l'interrogatoire qu'ils sont en train de subir. Chez l'adulte, c'est pareil. Des psychologues ont interrogé des étudiants sur les circonstances dans lesquelles ils avaient appris l'explosion de la navette Challenger, qui est un très mauvais souvenir pour l'histoire américaine. Et ils les ont interrogés moins de 24 heures et 2 ans et demi plus tard. Les mêmes personnes et les récits étaient radicalement différents. Ils ont complètement changé l'histoire entre le moment où on leur a dit, là, dans les 24 heures où la navette s'est crashée, et dans les 2 ans et demi où la navette s'est crashée. Pourtant, les participants étaient persuadés que leur souvenir tardif, donc celui d'il y a 2 ans, était complètement vrai et que c'était la même chose que ce qu'ils avaient raconté 24 heures avant, parce que c'est quand même un événement traumatisant, un gros événement. Ils avaient l'impression que ils disaient la même chose, alors que pas du tout. Donc la mémoire, c'est pas un enregistrement, c'est aussi une reconstruction. À chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton cerveau reconstruit le réel, reconstruit ce qui s'est passé, reconstruit le souvenir en temps réel. Et dans ce processus, il modifie, comble les trous, il réinterprète, encore une fois, pour faire une histoire qui a du sens pour toi et uniquement toi. Ce dont tu te souviens, mais peut-être pas ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est pas mal de douter, surtout dans les disputes là, quand on se dit: «Ouais, je suis sûr que tu m'as dit ça, que tu as fait ça». Quand on n'a pas de preuves, vaut mieux pas trop faire d'histoire et laisser passer le problème. D'ailleurs, avec ma copine, quand on a une dispute sur un sujet qui appelle à nos souvenirs, on essaye de se dire que tous les 2, on peut avoir tort, qu'on n'a pas de preuves de ces souvenirs et qu'on préfère donc passer à autre chose et arrêter de se disputer. Un partout, balle au centre, personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort et on parle d'un autre sujet. Et donc le bonheur dans tout ça. J'avais promis au début de la vidéo que j'allais parler de bonheur, enfin surtout d'anxiété. Daniel Gilbert, qui est un professeur de psychologie à Harvard, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Struggling on Happiness. On est très mauvais, mais alors vraiment très mauvais, pour prédire comment on se sentira dans le futur. On a tendance à surestimer les événements positifs et surestimer les événements négatifs. On imagine que gagner au loto, par exemple, nous rendra méga heureux, qu'on sera les rois et reines du monde, qu'on n'aura plus aucun problème. Mais on imagine aussi que perdre notre emploi, changer de vie, nous détruira. On sera au bout du rouleau. Pourtant, les études montrent que les gagnants du loto et les accidentés paraplégiques retrouvent à peu près le même niveau de bonheur quelques mois après avoir vécu le truc qu'ils ont vécu. C'est fou quand même. Les gagnants de loto qui pensaient qu'ils seraient les plus heureux et les tétraplégiques qui penseraient qu'ils seraient au bout du rouleau complètement, ces 2 types de personnes, après avoir vécu l'événement en question, se retrouvent presque au même niveau de bonheur quelques mois après l'incident ou la réussite dans le cadre du loto. Pourquoi on imagine très mal le futur? Parce qu'on imagine le futur avec le filtre du présent. On imagine qu'on ne changera pas. Alors qu'en fait, on changera énormément. Il y a plein de détails qu'on ignore. On n'imagine pas notre capacité d'adaptation. Par exemple, moi, là, je suis en arrêt de travail.
j'ai refusé à la base de prendre mon arrêt de travail parce que j'ai imaginé que, je sais pas, ma boss le prendra très mal. J'ai imaginé que j'allais me sentir nul, pourri, merdique. J'imaginais que j'arriverais jamais à m'en remettre. J'imaginais qu'en ne gagnant plus le salaire que je gagnais, j'allais très mal vivre ma vie. Bah, il se trouve que 2 mois plus tard, en fait, ça va. Bah, je vais pas ultra bien pour les raisons de santé mentale, mais pour tous les problèmes que je m'étais imaginé, en fait, je les ai pas eu du tout. J'ai imaginé le futur avec le filtre du présent et j'ai complètement mis de côté ma capacité d'adaptation. Et j'ai marqué qu'il y a aussi l'illusion de la fin de l'histoire. On est conscient d'avoir beaucoup changé dans le passé. On est capable de voir tous nos changements quand on était plus jeune jusqu'à aujourd'hui. Et on imagine qu'on ne changera pas vraiment dans le futur. On restera complètement keblo à nous. Bon, par exemple, moi, le Marvin de 30 ans restera le Marvin de 30 ans jusqu'à sa mort. Que la version actuelle de nous est la version finale. C'est pour ça qu'on s'en veut après avoir fait un tatouage, quelques années plus tard. C'est pour ça qu'on s'en veut d'avoir commencé à fumer. C'est pour ça qu'on s'en veut de beaucoup de choses et épouser quelqu'un trop vite. Le nous d'aujourd'hui n'est pas le nous du futur. J'avais fait aussi toute une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne. C'était un peu une vidéo poétique avec de belles images. J'étais fier de cette vidéo. Elle n'a pas super bien marché. Pourtant, elle était pas mal stylée. Donc on voit pas le futur tel qu'il le sera. On voit une projection filtrée par qui on est aujourd'hui. Là encore, notre cerveau décide de faire complètement ce qu'il a envie. C'est fou, hein. Moi, en vrai, ça me tracasse quand même, hein. Ça me tracasse parce que je me dis, putain, je peux plus croire mon cerveau, en fait. Mais la bonne chose, c'est que du coup, quand tu es anxieux, quand tu as des pensées négatives qui arrivent en continu dans ta tête, bah, tu peux commencer à te dire, eh oh cerveau, parle de ton cerveau à la troisième personne, donne-lui un prénom, eh Bertrand. Ou je sais pas, si vous êtes une femme, peut-être dire, eh Sophie, on va se calmer, t'es en train de me dire des choses qui sont pas forcément vraies, t'es en train de me mettre ton cinéma et ton film hollywoodien, mais ton film hollywoodien, c'est peut-être pas le film que j'ai envie de voir et c'est peut-être pas le film qui va se passer. Donc on peut faire un peu un retour en arrière, un step back, pour dire à notre cerveau d'aller se faire voir gentiment. Vous voyez? On peut recadrer un peu notre cerveau, raisonner notre cerveau. J'ai beaucoup parlé là. Donc voilà, on en est là. Tes yeux voient, tes yeux inventent ce qu'ils voient. Ton cerveau reconstruit la réalité à partir de 13 images par seconde et avec un trou au milieu de tes yeux. Ta mémoire réécrit le passé à chaque fois que tu as un nouveau souvenir. Ton attention filtre la moitié de ce qui se passe devant toi et ta projection du futur est colorée par le biais du présent. Est-ce que ça veut dire que rien n'est réel et que tu devrais douter complètement de ce que tu vois? Non, mais ça veut dire que le réel, ton réel, c'est un mix entre la réalité et ce que ton cerveau veut que tu vois. Et donc je pense que l'humilité épistémique, de savoir qu'on ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont, est une compétence très importante pour gagner en humilité, mais c'est aussi une compétence très importante, je pense, pour réguler notre anxiété. Moi, je pense que ça marche un peu, et je pars de loin. Je suis quelqu'un de très anxieux, je pars de très très loin, et je pense que ça m'aide un peu. Ça met des années à fonctionner, parce qu'il faut reconstruire tout ce qu'il y a dans notre cerveau. Il faut reconstruire un peu tous les cheminements de pensée qu'on a automatiquement depuis des années. Mais ça aide quand même un peu. Donc j'ai envie de finir cette vidéo en te disant, n'oublie jamais que l'anxiété, les pensées stressantes, sont aussi un film créé par ton cerveau. Elles peuvent être aussi complètement fausses. Elles peuvent être pas du tout un reflet de la réalité, et un reflet de toi dans les années qui vont arriver. Donc j'espère que ça peut t'aider, j'espère que ça te fera réfléchir, j'espère que tu pourras en discuter avec les personnes autour de toi. J'espère aussi que tu pourras liker cette vidéo, commenter, t'abonner, me donner de la force pour que je continue de le faire avec plaisir, mais encore avec plus de plaisir. Et je remercie tous ceux qui le font, tous ceux qui suivent ma chaîne depuis quasiment le début. Je vous vois et ça me fait trop trop plaisir. Je suis content de vous avoir avec moi. Je vous dis ciao, bye et à bientôt.